Et bienvenue donc dans l'émission politique de France Info avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein et Guy Birenbaum qui sont là également. Notre invité ce matin, Jean-Michel, est député Les Républicains de l'Oise, conseiller politique de François Fillon. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes conseiller politique de François Fillon, mais pas que, vous siégez aussi au Conseil stratégique, ce qui est quand même assez impressionnant, et vous êtes chargé, où vous participez au travail de la cellule projet. Alors, François Fillon a présenté un projet pendant la primaire. Et il sera très différent, le projet qu'il présentera à la présidentielle, de celui qu'il a présenté à la primaire. Il y aura des modifications ? Un projet, c'est quelque chose de vivant, c'est évidemment. Et un débat, c'est un débat vivant. L'élection présidentielle, elle est dans 4 mois. Il y a eu un projet pour la primaire, il y a un projet pour la présidentielle. Les deux doivent être quand même semblables. Mais il y a des différences quand même. Bien sûr qu'il peut y avoir des différences. C'est parce que François et Fillon heureusement, enfin, il faut être très décomplexé. C'est parce que François Fillon a dit, il a dit ça sera le même. Mais vous savez, c'est un problème de sémantique, cette histoire-là. Ah oui, on tourne en rond, Vous n'avez pas, à la fin du mois de novembre, le projet définitif. Il y a des précisions à apporter, il y a des champs qui n'ont pas été suffisamment exposés, il y a des mesures... ou réfléchis. Non, par exemple, je pense à la culture. On n'a pas rentré suffisamment dans le détail. Il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a des lignes directrices. Moi, je pense qu'il faut... ce qui fait le plus débat, c'est souvent des thèmes extrêmement précis qui sont sur la table. Ces thèmes-là, et ces propositions-là, elles ne vont pas changer. Je vous prends l'exemple des 500 000 fonctionnaires. Voilà un vrai sujet. 500 000 fonctionnaires de moins. En même temps, une fonction publique mieux considérée, mieux traitée. Tout cela ne doit pas changer. François Fillon, c'est un candidat réformiste, réformateur, parce qu'il pense que la société française, elle ne peut rester la société française que si elle se transforme et se réforme. Et ça ne va pas changer du tout. Les fonctionnaires, puisque vous en avez parlé, Éric Woerth, François Fillon était l'invité du 20h de TF1, mardi soir. Alors il a dit oui, pendant le quinquennat, on va supprimer 500 000 postes fonctionnaires, mais on va rajouter un petit truc. On écoute François Fillon. Pour réussir à baisser la dépense publique, il faut réduire le nombre d'emplois publics. J'estime que 500 000, c'est un chiffre qui est atteignable, et qui est atteignable en particulier en négociant une augmentation du temps de travail. Alors, la question est simple. Quelle économie vous pouvez attendre de la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires? Combien de milliards? Et quelle va être la compensation accordée aux fonctionnaires et qui travailleront plus? 500 000 fonctionnaires, ça ramène à une fonction publique d'un niveau tout à fait acceptable. Quand j'entendais le François Hollande dire à un moment donné c'est la fin des services publics, c'est une douce plaisanterie. Donc c'est moins de 10%, c'est moins de 10% de la fonction publique sur 5 ans. C'est un effort qui peut être fait. Alors, est-ce que cet effort, il faut le faire? Oui, je pense qu'il faut le faire. Oui, on peut le quantifier. C'est 7-8 milliards d'euros, 9 milliards d'euros probablement. Si vous ajoutez, ça dépend comment vous calculez, il y a les pensions, etc. Oui, non, au bout de quand vous avez fait 500 000, c'est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros. Puis après, il y a plusieurs modalités de calcul. On rentrera dans les détails à un moment donné. Mais c'est donc des sommes tout à fait considérables. Et en même temps, c'est nécessaire parce que resserrer les effectifs de fonction publique, c'est pas une vision comptable. Si c'est une vision comptable, c'est insultant pour les fonctionnaires. Et moi, je ne veux pas insulter les fonctionnaires. Je pense qu'il faut que les fonctionnaires, aujourd'hui, gagnent en qualification. Les services publics, c'est des personnes de plus en plus qualifiées, de moins en moins nombreuses, mais qui restent à un niveau très important parce qu'on est en France, et en même temps de plus en plus qualifiées. Donc, mais il faut réduire le nombre de fonctionnaires en France. Ils devront travailler plus, et on négociera, donc il y aura une contrepartie. Bien sûr qu'il y a un dialogue social. On va augmenter le temps de travail de la fonction publique. François Fillon a dit 39 heures pour la fonction publique, parce que l'État... Payer combien? Écoutez, en tout vous cas... avez dit mieux considéré. Vous venez de dire, vous, les fonctionnaires doivent être il y aura une augmentation des salaires et des traitements des fonctionnaires. Il faut aussi réfléchir comment on doit aujourd'hui rémunérer. 39 payer 39. Non, ça peut pas être 39 payé 39. Alors c'est moins considéré. Il faut évidemment l'assumer. On parle en global. On parle en global. C'est des évidemment pas. Non, parce que sinon, vous savez, parce que sinon ça sert à rien. Sinon la productivité, ça sert à rien. Donc c'est pas proportionnel au temps de travail. Je vous ferai remarquer que quand on est passé de 39 à 35, les gens sont restés payés
Et évidemment 39, travaillant 35. Donc tout ça a joué, mais la rémunération des fonctionnaires, elle doit être de plus en plus attachée aussi au mérite. Il y a une négociation à avoir sur le temps de travail, mais surtout sur le temps de travail à 39 heures. Et en face de ça, il y a des compensations. Il y a des compensations salariales, évidemment. Il y a des compensations en termes de carrière, évidemment. Il y a des compensations en termes de conditions de travail. Et puis il y a des secteurs qui ne doivent pas être touchés par une réduction du nombre de fonctionnaires. Oui, je vous pense l'avez dit, par la exemple police, au secteur l'armée, régalien, bien sûr. évidemment. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que François Fillon s'est avancé dans la primaire en disant « Je supprimerai 500 000 postes de fonctionnaires », et on a l'impression qu'il découvre la complexité du dossier. C'est pour ça que notre discussion est intéressante, parce qu'on verra bien les détails. La complexité du dossier, une fois qu'il est désigné. Et on se dit, c'est quand même pas très professionnel. Alors, non, enfin, je conteste cette analyse, Jean-Michel Apathy. François Fillon, il a fait un projet extrêmement détaillé. C'est un projet, chacun a un projet. Non. Le projet de François Fillon, il était très détaillé, la preuve. Mais nombre de fonctionnaires. la preuve sur les fonctionnaires, ça manquait de détails. Ah non, ça manque pas de détails du tout. Enfin, regardez ce que dit la gauche aujourd'hui sur tous les sujets. C'est pas des généralités. On est dans le cloud, là. On sait même plus très bien de quoi il s'agit. Donc, on est au contraire très précis. Tous les candidats, d'ailleurs, à peu près de droite, ont été à un niveau de précision important. Et François Fillon était à un très grand niveau de précision. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des polémiques. Parce que quand vous dites rien... non, il y a des polémiques parce que c'est pas assez précis. Non, pas du tout. Quand vous dites rien, il n'y a jamais de polémique. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais de résultat. Donc, la France, elle doit être réformée. Et il faut assumer cela. Elle doit être transformée. Mais elle doit l'être en équité. Et nous devrons de plus en plus expliquer cela. Donc ça expliquer manquait d'équité. Pourquoi on doit réformer. Non, Ce qui veut dire que le programme manquait il faut d'équité. mettre en avant les choses. Il faut vous dites pas, il faut rendre l'équité par cohérentes les hasard. choses. On l'a accusé de faire un programme trop Mais radical. parce Vous ne qu'on dites a pas dit, mais équité par M. hasard Fillon, ce il est matin. très brutal. Il va montrer qu'il n'est pas brutal. C'est pas brutal de vouloir faire gagner la France. C'est au contraire extraordinairement nécessaire. Et on ne peut pas la faire gagner si on ne trouve pas un peu plus de compétitivité, voire même beaucoup plus d'équité. Si on ne réduit pas nos dettes et si on ne réduit pas aussi nos déficits publics et si au fond on ne transforme pas la manière d'être dans l'État. Le service public, c'est très important, mais ce n'est pas le service public payé par nos enfants, c'est le service public qu'on assume nous-mêmes, notre génération. Éric Woerth, cette conversation reprend dans 90 secondes sur France Info, il est 8h40. Et voici David Daubin. Après sa visite aux soldats français présents en Irak, c'était lundi, François Hollande est à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Le chef de l'État présente à 11h ses vœux aux forces armées. Il prendra par la suite la direction de la Corrèze pour un déplacement de 2 jours. Thierry Mariani fait encore parler de lui. Nouvelle escapade en Syrie pour le député français de l'étranger, la 3e du genre. À ses côtés, 2 autres députés, Jean Lassalle, ex-Modem et candidat à l'élection présidentielle, et Nicolas Dhuicq, soutien de François Fillon. Ils seront à Alep dans la journée, une visite de 4 jours que déplore l'Elysée, mais également le Quai d'Orsay. Il faisait froid ces derniers jours. Eh bien, il fait encore plus froid aujourd'hui. L'Est de la France est particulièrement touché. Des places d'accueil supplémentaires pour les sans-abri sont ouvertes depuis hier par les préfets des 2 départements alsaciens. La Croix-Rouge, pour sa part, intensifie ses maraudes. Et puis un dernier verre pour la route. Barack Obama organise ce soir à la Maison-Blanche une petite fête d'adieu, sorte de pot de départ. Le casting fait rêver autour du couple présidentiel, notamment Usher, Oprah Winfrey, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder ou encore George Lucas. Des personnalités qui devront laisser leur téléphone au vestiaire pour éviter que des photos ne se retrouvent sur les réseaux sociaux. France Info. Éric Woerth qui est avec nous ce matin dans l'émission politique sur France Info. Question Gilles Bornstein. Oui, on a lancé un concours ici du premier, on voudrait récompenser le premier dirigeant des Républicains. Grâce à qui on comprendra comment va fonctionner le système de santé. C'est un concours qu'on lance à l'instant. Ah oui, Moi, je n'étais pas au courant. Si François Fillon était élu, parce que jusqu'à présent, oui, on il y n'a a un pas prix. compris. Alors, quelques éléments. François Fillon, qui trouve que le système de santé est en danger, a dit ceci. On écoute l'ancien Premier ministre. Oui, je propose que la sécurité sociale se concentre sur les risques principaux. Et je souhaite que, pour ce qu'on appelle le petit risque, on aille vers les assurances complémentaires. Alors ça, c'était lors du débat entre les 2 tours, entre François Fillon et Léon Juppé. Et il y a quelqu'un d'autre, un autre dirigeant des Républicains, qui a dit ceci sur iTélé. On l'écoute aussi. La notion de petit risque et de gros risque n'est pas une notion qui est une notion efficace pour régler les problèmes de la sécurité sociale. Il faut balayer ça, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Il faut balayer ça, waouh. Ça nous a amusés.
Balayé. Je vois, oui. Mais moi, je pense que c'est un bon débat. C'est un débat. Ça, on est d'accord. Et je vais le préciser. cas, c'est 5 un minutes, débat. c'est toujours difficile. En tout cas, il y a une vraie question, et il faut la poser devant les Français, qui est la répartition du remboursement entre les complémentaires, nos assurances maladie complémentaires, mutuelles, etc., et puis la sécurité sociale. Les choses ont bougé, évolué. On voit bien que quand vous achetez une nouvelle paire de lunettes avec des verres, vous êtes très peu remboursé par la sécurité sociale et beaucoup remboursé par les complémentaires. Aujourd'hui, ça choque personne, mais c'est comme ça. Et puis on voit bien qu'il y a des complémentaires qui manque de données, manque d'informations par rapport à la sécurité sociale. Ce système ne fonctionne au fond pas si bien que cela. Et c'est un sujet qui doit être projeté dans l'avenir. On va avoir de plus en plus de médicaments extraordinairement coûteux et nécessaires, et tout le monde doit y accéder. Sur le cancer et sur plein d'autres sujets, il y a des molécules qui sont sur le marché aujourd'hui, qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Bon, tout ça, il faut projeter. Il y a donc, bref, l'économie qu'est-ce qu'on fait numérique. avec les petits risques, Monsieur Woerth, et ça commence où les Et petits donc, risques la grille de lecture, petit risque, gros risque, elle est intéressante, mais elle n'est pas efficiente. Parce que demain, on vous posera la question de votre pathologie, on vous posera toujours de savoir si c'est un petit risque ou un gros risque. Peut-être que pour vous, c'est un gros risque, peut-être que pour votre voisin, c'est un petit risque, en fonction de votre constitution. Donc, c'est probablement pas la bonne grille de lecture. Mais François Fillon, il a eu raison de lancer ce débat, et il a eu raison de dire, franchement raison de dire que la santé, elle doit être un des sujets prioritaires de la campagne. Alors, il a eu raison de lancer les choses. Il a eu raison de lancer le débat, mais il s'est, donc vous le dites, exprimé de manière inappropriée lors de son face-à-face avec Alain Juppé. D'abord, j'emploierais pas ce type de mots. Non, c'est moi qui Fillon, il a le courage de dire les choses et de faire les choses. Moi aussi. On peut, à un moment donné, aussi rectifier à la marge ce que l'on a dit, mais le fond est là. La sécurité sociale, elle doit être, pour être protégée, elle doit être réformée. Et donc, et on doit l'expliquer. Alors, je vais pas vous l'expliquer maintenant, parce que sur la santé, vous n'allez pas gagner le concours. Sur la santé, vous me réinviterez comme ça. Sur la santé, François Fillon a demandé, en faisant face à ces caricatures, parce qu'il y a eu d'énormes caricatures. Oui, j'ai mis du temps, mais on attendait le moment. Parce que c'est vrai. Il faut que vous disiez que c'est le candidat de la vérité aussi. Parce que c'est vrai. Et vous aurez tout dit. Quand on caricature, évidemment, le débat est un débat caricatural, donc c'est pas un bon débat. Pour que ce soit un vrai et bon débat, et pour que les Français le tranchent, on organise à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, toute une série de consultations qui avaient déjà en partie eu lieu au moment des primaires. Donc on va poursuivre ces consultations. Je les organise au nom de François Fillon. Et il faut que ces consultations, elles permettent à chacun de s'exprimer, les acteurs de la santé, les industriels de la pharmacie, les syndicats de médecins, d'infirmières, et bien d'autres. Si, ça avait été fait, c'est pour ça que je dis poursuivre. Vous êtes très attentif aux mots. Je dis poursuivre ce débat, et on va le faire de façon très importante. Et François Fillon, évidemment, redonnera à un moment donné le cap sur les questions de santé. Et ne vous attendez pas non plus à ce que cette campagne présidentielle, ce soit un long fleuve tranquille. Quand on est réformateur, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand on veut changer les choses, il y a évidemment des débats, des faits saillants qui doivent être assumés. Il y a des choses que nous assumons. Regardez le nombre de fonctionnaires, le volume de la fonction publique, le nombre de fonctionnaires doit être réduit. On l'assume. Et il n'est pas question en cela de revenir sur quoi que ce soit des volontés réformatrices de François Fillon. C'est plus difficile, et en même temps plus difficile d'être élu comme ça qu'en ne disant rien, mais c'est tellement plus important pour la France. Quand on a le résultat sur la sécurité sociale ? À la fin du mois de janvier, début février. En tout cas, on aura terminé les consultations à la fin du mois de janvier. Et évidemment, François Fillon conclura ce travail en livrant les réflexions qu'il défendra pour l'élection présidentielle sur la sécurité sociale. Terminé, il restait quand même pas mal de boulot. Oui, il y a un peu de boulot. Vous le Mais disiez... c'est vrai pour tout le monde. C'est surtout vrai pour de François Fillon. Franchement, posez la question à M. Macron, qui est aujourd'hui le seul candidat de gauche déclaré avec Mélenchon. Vous poserez la question à M. Valls. Il y a évidemment... Parce qu'après, une fois que vous êtes au gouvernement, vous avez quand même des ministres qui sont censés approfondir les choses. Tout le travail n'est pas terminé. C'est la première fois qu'il y a une campagne présidentielle avec autant de détails et autant d'engagements précis. On va continuer sur ce cap. Il y a une différence entre les gens que vous avez cités et François Fillon. François Fillon, il est parti il y a très très longtemps. Emmanuel Macron, Manuel Valls, il s'est décidé quand le président a renoncé. Mais son projet, il est très robuste. Le projet de Fillon, vous me dites, mais c'est pas parce qu'il y a 3 éléments qui portent polémique ou qui portent débat. Il est très
très robuste. Il est très robuste dans le domaine de la fiscalité, très robuste dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des dépenses publiques. La réduction des dépenses publiques de 100 milliards d'euros, c'est absolument indispensable. Le fait de vouloir revenir à l'équilibre des finances publiques à un moment donné et de relancer la croissance, on dit comment, on dit pourquoi. Le code du travail est quelque chose qui est aussi extrêmement précis. François Fillon l'a dit. On est prêt à tous les débats, hein, franchement. François Fillon l'a dit mardi soir, contrairement à ce que ses adversaires disent, une caricature. Je ne suis pas brutal, et il l'a justifié de la manière suivante. On écoute François Fillon. Mais je vous dirais simplement une chose là-dessus. Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Alors cette référence à la religion a profondément déplu, à plusieurs personnalités d'ailleurs, notamment à François Bayrou. On l'écoute sur iTélé. Comment peut-on arriver à mélanger la politique et la religion à ce point, de cette manière déplacée? Je ne comprends pas qu'on se laisse aller à ce type de dérive. Une dérive, dit François Bayrou. Ouais, enfin François Bayrou, il essaie de s'ériger en conscience de la nation. Ça lui va pas très bien, hein, franchement. Pourquoi ça lui va pas très bien. D'accord. Je note que ce sont surtout des candidats à l'élection présidentielle qui aimeraient bien l'être, qui ont porté le fer. C'est vrai pour Henri Guénaud. Mais est-ce qu'il fallait faire une référence à sa religion? Est-ce que c'est pas une maladresse? Eh bien, il a raison. Il a le droit. Il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. On a le droit après d'en débattre. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Il est gaulliste. Personne ne peut le contester. C'est pas ça le sujet. Il est catholique et chrétien. Personne ne peut le contester. Il est aussi laïque, comme tout le monde et comme nous tous ici. Et tout ça, ça forme des hommes. Il se présente comme tel. Et quand il répond à cette question, il essaye de donner une dimension humaine à la réponse, en disant comment voulez-vous que moi on puisse m'accuser de vouloir finalement ne pas rembourser les plus pauvres ou de laisser les plus pauvres ou les plus humbles d'entre nous ne pas pouvoir se soigner? Comment peut-on m'accuser cela alors que toutes mes valeurs, tout ce qui me fait, moi, être François Fillon ne correspond pas à cela? Il a une réponse personnelle. Il n'a pas une réponse technocratique. En ces temps où on parle beaucoup de laïcité, c'est pas une maladresse? C'est pas quelque chose qu'il vaut mieux éviter? Mais pourquoi? Enfin, François Fillon, il mène pas campagne comme les autres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. D'ailleurs, c'était vrai pour la primaire et au fond, ça a plutôt réussi. Il ne mène pas une campagne comme les autres. Il ne refait pas les campagnes qui ont eu lieu dans les précédentes élections présidentielles. Il dit des choses qui le concernent. Il a, au fond, une pudeur aussi extrêmement importante. Il va très loin dans ses propositions. Il assume le fait que ses propositions de la primaire seront les propositions de la présidentielle. Il assume le fait qu'il faille ici ou là les corriger, les préciser, les amender, les approfondir. Évidemment, comment ne pas le faire? Mais il ne fait pas campagne comme les autres. C'est pour ça qu'il gagnera. Et il est 8h50 sur France Info. David Daubin, on se retrouve dans 90 secondes. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en hiver et comme souvent en hiver, eh bien il fait froid, encore plus froid même depuis quelques heures sur l'est de la France. Le mercure flirte par endroits avec les moins 10 degrés. Des places d'accueil supplémentaires sont ouvertes pour les sans-abri en Alsace. Le mercure ne devrait d'ailleurs pas remonter avant dimanche. Interrogé sur France 2, Manuel Valls affirme avoir changé, alors pas de conviction, mais avoir mûri. Loin de tout opportunisme, ce changement justifie selon lui l'inflexion à gauche de son programme par rapport à ses positions passées, notamment l'utilisation du 49.3, mesure qu'on lui a imposé selon lui. Donald Trump persiste et signe. Après avoir menacé Ford et General Motors, eh bien il s'en prend désormais à Toyota. Il menace le groupe de représailles en cas d'investissement au Mexique. Le président américain veut frapper là où ça fait mal, autrement dit au portefeuille. Sur Twitter, le message est clair, le chantage aussi d'ailleurs. Construisez votre usine aux États-Unis où vous paierez d'importantes taxes à la frontière. C'est une première depuis 50 ans. 2 entreprises, l'une cubaine et l'autre américaine, signent un accord pour l'exportation vers les États-Unis de marchandises du jamais vu depuis 1962 et l'embargo commercial américain contre l'île. Une exportation rendue possible par les mesures d'assouplissement prises par la Maison-Blanche. Et puis on a appris il y a quelques instants l'abandon d'un des favoris dans le Dakar. L'Espagnol Carlos Sainz sur Peugeot jette l'éponge. Il avait remporté le rallye en 2010. Il a chuté dans un ravin hier avant de repartir finalement, mais avec une voiture très endommagée. La dernière partie de l'émission politique avec Éric Woerth. Ce matin, Jean-Michel Apathy. Thierry Mariani, votre collègue député républicain, est arrivé à Damas en compagnie de 2 autres députés français. Il a été accueilli par une députée de Damas, proche de Bachar el-Assad, et il a été accueilli en ces termes. Le son a été recueilli par Alice Serrano de France Info. On écoute.
Nous mettons beaucoup d'espoir dans cette visite des députés français, notamment pour infléchir la position française. En cette période électorale en France, la victoire de François Fillon pourrait avoir une influence très positive sur la position de la France vis-à-vis de la Syrie. François Fillon est perçu visiblement à Damas comme un ami de Bachar el-Assad. Ah, mais pourquoi Thierry Mariani, c'est pas François Non, mais là, c'est pas Fillon, Thierry C'est Mariani. la C'est la députée proche de de Bachar. de Damas qui dit ça, Oui, hein, oui. qui dit vivement que François Fillon soit élu. Je ne peux pas commenter ce genre de choses. En tout cas, moi, je ne suis D'accord. pas favorable au voyage de parlementaires sur des théâtres d'opération aussi chauds et compliqués. Je pense que ce n'est pas tout à fait notre rôle. Alors, ils ont le droit de le faire. La question n'est pas là. Mais moi, à titre personnel, je ne le ferai pas parce qu'on ne sait jamais où on met les pieds. C'est un conflit extraordinairement difficile. Il n'y a là-dedans que des morts et des personnes qui se renvoient des violences atroces. Donc, Thierry je ne Mariani partage sait pas où cela. il met les pieds. Il est proche du pouvoir russe. Il dit toujours beaucoup Non, de mais bien moi, de je ne suis Vladimir pas le Poutine. porte-parole de Thierry Mariani. Non, Non, mais vous êtes je celui suis de d'accord, François mais vous Fillon. dites on ne sait pas où il met les pieds. Non, il je ne suis sait. pas porte-parole de François Fillon. D'ailleurs. Vous êtes proche de François Fillon exact. et vous avez bien compris que ce dont on C'est un parle là... problème, selon vous, la proximité que l'on accorde à François Fillon avec Vladimir Poutine? Non, c'est pas un problème. D'abord, je pense qu'on accorde, on en fait beaucoup trop là-dessus. On peut, enfin, à peu près tous les responsables politiques de droite ont indiqué qu'il fallait qu'on se rapproche de la Russie. On a bien raison. Et il y a d'autres responsables politiques de gauche aussi qui pensent la même question. La question, c'est pas Poutine, c'est la Russie. La question, c'est la Russie. Donc la Russie, c'est un pays dont on ne peut pas totalement considérer La qu'il Russie est n'existe incarnée pas. quand même en ce moment Oui, par Vladimir mais Poutine. ça On peut marche faire pas comme comme si l'un ça. ne va pas sans Ce qui l'autre. compte, c'est de garder sa souveraineté, Mais- son libre arbitre, et c'est ce que nous faisons. Et donc, c'est aussi un procès en poutino-philie qui est fait à Fillon est assez ridicule. Oui, il a un peu Fillon, nourri lui-même. Hein. Fillon, c'est quelqu'un qui connaît bien les affaires internationales. Il n'y a pas tant de gens que cela qui connaissent bien. On dit beaucoup de choses très très superficielles. Il les connaît bien. Il a une vision équilibrée du monde. Il sait exactement jusqu'où on doit aller. Et la souveraineté du pays, elle passe aussi par un dialogue constant, même et surtout quand c'est difficile. Et ce que fait la Russie en Syrie, on ne peut pas l'applaudir des deux mains tous les jours. Les bombardements massifs, c'est évidemment pas la manière dont fonctionnent les forces armées françaises. Donc ce n'est pas nos méthodes, et ces méthodes-là, on ne peut que les condamner. Alors, tout autre sujet, ça concerne un autre député républicain qui, lui, n'est pas à Damas, peut-être parce qu'il n'en a pas les moyens. Écoutez, Henri Guénaud, c'était sur LCI, je crois. 5 100 € net par mois, combien vous arrivez à mettre de côté? Rien. Rien du tout, chaque mois? Rien. On me demande si je trouve que les députés en France sont bien payés. D'ailleurs, il suffit de les comparer aux autres démocraties. Je dis non. Est-ce que vous pensez que ce genre de déclaration va rapprocher les politiques des Français? Au moins, je ne suis pas d'accord avec tout sur Henri Guénaud, mais enfin, au moins, il ne fait pas dans la démagogie. C'est Voilà. sûr. Il le dit et il a raison de le dire. On est tout le temps en train de s'envoyer des cendres sur la tête. Il a raison de dire quoi, pardonnez-moi? Il a raison de dire quoi? Qu'avec 5 100 €, on Non, peut il rien a mettre de côté, raison que c'est de pas dire assez? qu'il n'y a vraiment pas de scandale au volume, au montant de l'indemnité parlementaire. Voilà, il a raison de le dire. Et puis il a raison de ne pas s'en cacher. Tous ces chiffres, ils sont publics et on ne va pas non plus commencer à s'en excuser. Voilà, je ne suis pas d'accord avec tout sur Henri Guénaud. Est-ce qu'il y a de la démagogie à considérer que les députés sont trop payés Enfin, Guénaud dit, comparé aux autres démocraties, on n'est pas assez payé. Il a Mais raison, hein. nous, notre sujet, c'est les moyens. Il y a la rémunération du parlementaire, mais il y a aussi les moyens qu'ont les parlementaires pour travailler. Et franchement, ils ne sont pas suffisants. Vous n'avez pas suffisamment de moyens, d'entourage pour faire en sorte que vous puissiez, à un moment donné, correctement contrôler le gouvernement, parce que le rôle de législateur est important, mais le rôle du contrôle du Parlement, qui est contrôle du gouvernement, qui au fond est très peu exercé, n'est pas suffisant. Et nous souhaitons baisser le nombre de parlementaires. Dans le projet de Fillon, mais c'était vrai aussi pour d'autres, c'est vrai aussi pour Nicolas Sarkozy, nous souhaitons baisser le nombre de parlementaires, de députés et de sénateurs. Je pense que ce serait une nécessité, et en même temps, donner des moyens de travail plus importants. Une démocratie, c'est une démocratie qui est claire sur les moyens qu'elle consacre évidemment au fonctionnement des élus, qui est claire sur les attentes qu'elle souhaite, mais qui aussi n'a pas peur de donner les moyens nécessaires. Vous ne reviendrez pas sur le non-cumul des mandats?
Écoutez, moi, je considère que d'abord, le cumul des mandats, il est aujourd'hui, c'est pas je considère, le cumul des mandats, il est aujourd'hui autorisé entre nous. Hein. On peut être conseiller régional, conseiller départemental, parce que c'est une mauvaise façon de poser le débat. Mais le fait de ne pas pouvoir être député et maire, c'est ce qu'ont souhaité la gauche. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, la plupart de ceux qui l'ont souhaité n'ont jamais ont été des personnes qui ont beaucoup cumulé. Hein. Vous reviendrez dessus ou pas? Non, nous ne reviendrons pas. François Fillon a décidé de ne pas le faire. Voilà, François Fillon est notre candidat, donc nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Mais il faut poser la question du fonctionnement aujourd'hui de la démocratie élective, notamment du nombre de parlementaires et des moyens qui y sont consacrés, comme des strates institutionnelles territoriales françaises. Et il nous reste une minute, Guy. Monsieur Woerth, rapidement, vous racontez une anecdote amusante aujourd'hui, c'est vous, dans votre bouche, dans le Figaro Magazine. Emmanuel Macron était candidat pour entrer à mon cabinet en 2007, vous le racontez comme ça, et vous dites on a dit non tout de suite, je ne faisais pas l'ouverture dans mon ministère. Vous regrettez, non? Sinon, il ne serait pas candidat, là. Non, mais je lui dis viens, Emmanuel, j'ai plus de cabinet, mais vas-y, rentre dans mon cabinet. Ah, vous avez mis longtemps à vous en rendre. Oui, je fais une réponse 10 ans après. 10 ans après, c'est quand même terrible. C'est rentre en plan. Oui, bien sûr, mais parce que vous avez, quand vous êtes nommé à des grands ministères, vous avez évidemment beaucoup de gens qui demandent à rentrer dans votre cabinet. Vous regrettez Il y avait pas. à l'époque Emmanuel. Mais c'est vrai, non, bien sûr que non. Vous vous souvenez qu'il Comment ça, c'est vrai? Évidemment que c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Il a été séduit par Nicolas Sarkozy à l'époque? Écoutez, je pense, oui. Je pense. Et vous vous souvenez pourquoi vous ne l'avez pas pris ou pas? Non, essentiellement parce qu'il était plutôt considéré, et il est de plus en plus considéré comme quelqu'un de gauche, et que nous étions un gouvernement de droite, et que nous avons un cabinet homogène. C'est pour ça que je parlais d'ouverture. Le président a fait l'ouverture sur les ministres, je ne l'ai pas faite en ce qui concerne mon cabinet. Voilà, c'était une petite information sur Emmanuel Macron. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci Éric Woerth d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, bon week-end.